Bienvenue sur le nouvel épisode de DataWatch. Pour rappel, DataWatch, c'est un podcast qui permet de faire de la veille sur des articles récents autour de la data engineering, même si des fois on va un petit peu plus loin. Moi, je suis Bertrand Fabre et je fais le podcast avec Axel Mauroy. Bonjour Axel. Salut Bertrand. Si jamais vous souhaitez découvrir un peu plus en détail nos profils, je vous invite sur LinkedIn. Il y aura les liens directement dans les commentaires et descriptions enfin surtout dans la description de l'épisode. Un petit plus par rapport à LinkedIn, je poste assez régulièrement autour de sujets de veille data, comme sur le podcast aujourd'hui. Je poste aussi des choses autour des astuces data, des concepts, des technos. Je fais aussi une newsletter sur à peu près les mêmes thèmes. Et de la même manière, toujours sur les mêmes thèmes, je publie aussi des articles de blog sur le site datayuka.com. Les sujets aujourd'hui qu'on va aborder avec Axel, on va commencer par parler de Presto et d'un framework d'optimisation des requêtes basé sur l'historique. Je vous en dirai plus un tout petit peu après. On va parler aussi de la balance entre le fait d'acheter ou de créer un outil data en entreprise. On va parler de Rust pour la data engineering. On va parler de la nouvelle version de DLT, donc en l'occurrence c'est la version 1.0. Et on va finir par parler de data lineage avec des traitements Python. Donc pour commencer, comme je vous disais, on va parler de Presto. Presto, pour rappel, c'est un moteur de requête SQL distribué, c'est-à-dire qu'il va se charger de découper en plus petits blocs les requêtes pour les distribuer sur plusieurs machines, ce qui permet d'avoir une performance élevée, d'avoir évidemment une faible latence. Aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, moi je l'ai appris aussi avec l'article, Presto a été conçu par Facebook initialement. Par contre, j'ai plus la date, je crois que je l'ai eu tout à l'heure, je crois que c'est 2013 ou quelque chose comme ça, ou peut-être 2012. Donc ça fait déjà quelques années. Presto, ça permet aussi de se brancher, on va dire, sur du HDFS, donc c'est des systèmes Hadoop, sur du Amazon S3, sur aussi exécuter les requêtes SQL, sur du Postgre, sur des bases aussi NoSQL comme Cassandra. Et à savoir aussi que Trino, si vous connaissez, c'est un peu dans le même style, c'est un fork justement de Presto. Dans l'article, on rappelle aussi qu'il est très important d'optimiser ces requêtes, en tout cas au niveau du moteur. Le but, c'est d'abord filtrer ces données. Il propose aussi d'agréger et après de joindre les données. Comme ça évite de joindre directement des tables volumineuses. Moi, de mon côté, agréger avant de faire la jointure, c'est pas toujours évident parce que des fois, tu as besoin de filtrer, tu as besoin de rajouter des informations pour après ensuite agréger. Donc, c'est pas toujours évident. Toi, Axel, je sais pas ce que tu fais en priorité sur tes requêtes. Est-ce que tu vas d'abord commencer à agréger tes tables pour après les joindre entre eux ou est-ce que tu fais d'abord tes jointures pour après faire l'agrégation en général? Ah, tu veux dire au quotidien sur, Ouais, au quotidien, en général. Là, en ce moment, moi, je fais quand même pas mal d'opérationnel et Ok. moins de décisionnel. Donc, Mhm. vraiment sur la partie flux. Mais sinon, ça dépend des cas d'usage. Toi, t'avais dit quoi? Tu préfères faire quoi? Alors, moi, en général, je fais d'abord les jointures et après l'agrégation. Ouais, j'ai tendance à faire ça aussi. Mhm. Ouais. Ça marche. Et dans l'article, on rappelle aussi ce que fait traditionnellement Presto en termes d'optimisation des requêtes. D'abord, il fait son plan. Il découpe la requête, donc il fait son plan d'exécution. Il utilise Mm. des règles qui sont déjà prédéfinies dans ce moteur. Et surtout, ces règles-là permettent de se concentrer directement sur la rapidité au niveau du plan d'exécution, mais pas forcément au niveau du coût. Moi, je pense que ça peut être pas mal sur des systèmes on-premise, le fait de ne pas prendre en compte le coût derrière. Mais, donc là, c'est la nouvelle fonctionnalité. Presto met en place ce qu'ils appellent le HBO, donc Historical Based Optimization. Euh, le concept derrière, c'est d'utiliser les métadatas générés par chaque exécution des requêtes, c'est-à-dire quelle était la taille des tables qui ont été utilisées, quelles ont été les ressources en termes de CPU qui ont été utilisées, les ressources en termes de mémoire et les ressources réseau. Et grâce à ça, il va faire un vecteur, c'est-à-dire qu'il va il va mettre ensemble en fait ces métriques-là, les 4 métriques, et il va associer un coût à ces métriques-là. De ce que je me rappelle, il va faire une pondération sur chaque métrique
Et à la fin, il va calculer un coût. C'est-à-dire qu'il y a eu une certaine exécution d'une requête avec des métriques, donc taille de table, CPU, mémoire et réseau, avec une pondération dessus. Et à la fin, il va calculer un coût pour une exécution. Et quand il y aura une deuxième exécution, peut-être que la taille des tables va varier, peut-être pas. En général, ça peut être la même. Peut-être que le CPU va être plus ou moins utilisé, mémoire plus ou moins utilisée, réseau, etc. Et pareil, il va y avoir un autre coût. Et il va se baser sur ces coûts-là, il va les comparer avec des plans, apparemment des plans d'exécution qui peuvent différer aussi entre chaque exécution de requête. Et il va prendre celui qui avait le plus faible coût pour dire, bah là en fait, j'ai vu que ce plan d'exécution-là avait un faible coût, je vais le prendre. Je vais l'exécuter la prochaine fois. Et il va continuer à comparer petit à petit. Le but, c'est de converger vers une solution optimale en termes de coût. Moi, je trouve ça pas mal. Je ne connaissais pas ce concept, mais clairement, c'est vraiment adapté, surtout pour des solutions cloud, parce que le coût devient très important. Ça me fait penser un peu dans un Ouais. précédent podcast, Mhm. les tables. Alors, je sais plus le nom qu'avait donné Snowflake à ce type de table, Mhm. mais tu sais, celle qui savait marier les cas d'usage OLAP et OLTP. Ouais. Ah oui. Euh, ouais, faudrait que je replonge dedans, hein, parce que ça fait un moment qu'on en avait parlé. Mais Mhm. j'ai l'impression que c'est vraiment le même procédé de calculer avec les metadata et Pour cet les article-là, algos derrière pour optimiser le plan d'exécution. ok. Moi, ce dont je me souvenais de cet article, c'était surtout le fait que maintenant, on n'avait plus à se prendre la tête si c'était de l'opérationnel ou de l'analytique. Mais je me souvenais plus sur le fait qu'il optimise. Mais ça Ouais, pourrait être intéressant, il effectivement. y avait cette même utilisation de metadata et d'historique. D'accord. Euh, alors là, la différence, c'est peut-être que c'est que de l'OLAP, Presto. Mhm. Ouais, Et ouais, donc, c'est que pour de l'analytique. ouais, Ouais. et donc c'est spécifique, c'est de l'optimisation OLAP, mais ça m'a fait penser à ce que fait Snowflake avec ses fameuses tables dont j'ai plus le nom, désolé. Mhm. Mais ce qui permettait en fait de faire de l'opérationnel et du décisionnel sur les mêmes tables. Du Ouais. coup. Et donc très pratique. Le petit plus aussi de la fonctionnalité, c'est qu'apparemment, on peut soi-même, enfin, il peut soi-même détecter que là, il y a besoin, enfin, il y a beaucoup de CPU qui est utilisé. Donc, il peut optimiser pour dire là, il y a un coût beaucoup plus fort sur le CPU. C'est-à-dire qu'il faut qu'il Hum. trouve une requête qui a besoin d'utiliser le moins de CPU possible. Et donc, pareil, il va chercher dans l'historique pour trouver le meilleur plan d'exécution dans le contexte actuel de la base ou du système. C'est de l'allocation de ressources dynamique et optimisée en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ça a l'air vraiment pas mal. Euh, Est-ce que tu as des questions sur cet article ou des retours à faire pour toi? Non, jamais utilisé. Je connais très peu l'outil. Mhm. Ok. Euh, Et donc, du coup, tu as travaillé sur un article aussi de Daniel Beach? Ouais, bah, comme toutes les semaines. Non, mais c'est cette fameuse ce fameux dilemme entre build or buy, donc construire un outil custom, donc où ton équipe se focus sur coder une solution par ses propres moyens, ou acheter une solution ben, déjà faite. On avait parlé de Airbyte, il me semble, le podcast dernier, Mhm. et Fivetran, qui sont des solutions d'ingestion de données, donc d'extraction, extract load, où tu as, ben, par exemple, toute une gamme de prise en charge de sources, des CRM, des outils comptables, des bases de données, etc., auxquelles tu peux te brancher et consommer un- ce qu'on appelle du plug and play. Mhm. Et lui, l'objectif de son article, c'est de dire, ben, si tu es à la tête d'une entreprise, d'une organisation, quels sont un peu les critères pour choisir? Euh, donc, en gros, il va y avoir la taille de tes équipes et de l'entreprise.
ce que tu veux donner comme ADN aussi à tes équipes. Si tu veux être très tech, avoir un ADN très tech ou justement rester très business, et dans ce cas-là, tu vas privilégier le buy. Euh, et le dernier critère, euh, ça va être plutôt sur le, la filière, le domaine dans lequel tu es, où bah, en fait, il y a certains domaines où tu es obligé, des domaines un peu niches, ou très spécifiques, très spécialisés, où tu vas devoir en fait construire ton propre outil parce que le business model pour un éditeur ne sera pas rentable. Mhm. Pour revenir au sujet de la taille des équipes, il dit si tu es très petit ou très gros, il vaut mieux acheter. Parce que quand tu es très petit, tu te focuses pas euh, sur, on va dire, tout de suite la tech. En fait, il faut tout de suite que tu privilégies le business. Là, on parle pour des Mhm. entreprises, hein, pas pour des éditeurs de produits tech, hein. Ouais. Et si tu es très gros, bah, en fait, tu as déjà des outils type SAP, par exemple, Mhm. très pratique pour les gros industriels. Il n'y a pas besoin de réinventer tout un système par ton équipe quand tu as déjà des outils éprouvés et qui fonctionnent et qui s'adaptent parfaitement à tes cas d'usage. Euh, Après, il dit que lui, il a travaillé dans toutes sortes d'entreprises, des petites, des grandes, dans l'industrie, dans la tech, etc. Il a une grosse expérience, Daniel Beach, en data engineering. Et il disait qu'on pouvait combiner aussi, donc faire du custom pour une certaine partie et du buy, quoi, et acheter des solutions pour d'autres, pour aller plus vite, en fait. Et les avantages et les inconvénients. euh, Bah, en fait, l'inconvénient de build, c'est que tu peux facilement générer de la dette technique et que tu dois la gérer. Alors que quand tu buy, bah, c'est l'éditeur qui fait les release notes au fur et à mesure. L'avantage de buy aussi, c'est plug and play, donc tu délivres plus rapidement, tu Ouais. branches plus rapidement. Et bah, le custom, forcément, c'est de gagner en expertise dans ton équipe. Donc des gens qui gagnent plus rapidement en compétences, en expertise, et qui peuvent aussi s'adapter, du coup, a fortiori, à beaucoup de cas d'usage, puisqu'ils savent faire du custom. Qui a une belle adaptabilité euh, sur l'aspect technique au fur et à mesure. Donc voilà, je sais pas toi ce que tu as retenu. Effectivement, c'est toujours le dilemme, comme tu le disais. Est-ce qu'on prend une solution? Est-ce qu'on la développe nous-mêmes? En tant que plutôt partie tech, je suis Ouais, toujours motivé pour dire, ah tiens, j'ai envie de faire moi-même le custom, j'ai envie enfin, de faire le dev moi-même. Ça a l'air super intéressant, mais effectivement, il faut prendre le recul pour se dire, ouais, mais après, il y a la maintenance sur ouais, l'outil, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. ouais. Il faut faire le support, le run dessus, Mm. potentiellement. Donc, je découpe un peu maintenance et support. Il faut maintenir aussi une documentation à jour, ce qui rajoute toujours du travail. Et il y a aussi le risque de perte de compétences, parce que si jamais c'est quelque chose de custom, ça veut dire qu'il n'y a que les personnes qui ont fait le dev, qui connaissent bien l'outil, et d'autres personnes qui vont arriver, qui vont remplacer les autres, etc. Eux, ils n'ont pas du tout, Oui. ils doivent redécouvrir. Après, oui, il peut y avoir la doc, mais il faut qu'ils Non. redécouvrent quand même de zéro. Alors que si tu utilises déjà une solution qui est un peu plus utilisée sur le marché, ça veut dire qu'il y a plus de chances d'avoir déjà la compétence chez un professionnel que tu peux ramener dans ton entreprise. C'est Ce qui ça. fait que le time to market, enfin l'onboarding est accéléré. L'onboarding est accéléré et tu dois notamment prendre en compte le fait que tu es captif de cette solution-là. Ouais.
Plus ou moins, mais ça dépend des solutions. Mais tu vois, par exemple, quelqu'un dont tout le pôle tech est articulé autour de Salesforce, et même, je dis le pôle tech, mais même l'entreprise, hein, parce qu'il y a de la logistique, de la compta, etc. Faire une migration, là, c'est très, très, très compliqué. Et ça va demander des budgets énormes. Mhm. Euh, donc oui, il y a forcément, comme tu disais, de l'onboarding et de la maintenance qui est assumée par ton provider. Mais du coup, avec une forte captivité sur l'outil. Ouais, clairement. Et le dernier point que j'ai beaucoup retenu, tu en as parlé tout à l'heure, c'est aussi la vitesse de livraison, qu'on appelle le time to market. Ouais. Clairement, si jamais on a besoin de mettre en place rapidement, par exemple une pipeline, un certain traitement, Ouais. et qu'il y a déjà un outil qui permet de faire ça assez facilement, Oui. tu peux payer l'outil pour avoir un time to market optimal. Que si tu dois développer, bah, évidemment, ça va être beaucoup plus long. Ah, concrètement, euh, si tu consommes des données, je sais pas, un outil très connu qui est utilisé partout, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Oh, quoi. Comment? Non, peut-être pas. Non, j'allais Je dire pense. Apache Airflow, mais peut-être pas. Non, mais tu vois, une source de données, quoi, une source métier. Tu as potentiellement Salesforce pour toutes Mhm. les données commerciales. Tu as potentiellement des outils d'emailing type je sais pas, Pardot, des choses comme ça pour le marketing. Mhm. Si tu as ça à consommer euh, quotidiennement et que tu n'as pas des volumétries de fou, quoi, bye. Mhm. On va pas se casser la tête à construire tout ça en custom. Par contre, si tu as travaillé sur des données géospatiales hyper complexes avec, voilà, faut partir sur du custom avec des ingénieurs ultra capés, etc. quoi. C'est tellement, je pense que ce qui ressort de son article, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment Mhm. un, je vois un peu l'image d'un tailleur, tu sais, de costume qui prend les mesures, etc. Bah voilà, tu dois faire ça pour ton organisation et faire les choix, quoi. Mhm. Ah, merci Axel. On va passer sur le troisième article de Miller Victor et qui parle de Rust pour la data engineering. Mm. Rust, c'est un sujet qui revient assez souvent en ce moment. Juste pour rappel, avant de embarquer sur Rust, dans l'article, Miller rappelle que souvent les langages utilisés dans la data, il y a du Java, il y a du Python, ou il y a du spécifique avec du Go, du Scala, du C, du C++. Moi perso, j'ai fait Python et Scala en langage, en data. Et Rust, donc qui est un peu sur la même lignée, lui, il propose d'avoir une performance très proche de ce qu'on peut retrouver en C, en C++, avec des fonctionnalités supplémentaires comme la sécurité de la mémoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déborder au niveau de la mémoire des autres, c'est un peu plus sécurisé. Euh, et qui permet aussi par défaut de faire de la concurrence, donc qui est parfait pour faire du multiproc. Euh, et il explique aussi qu'il y a de plus en plus de bibliothèques data qui utilisent Rust pour proposer des solutions performantes. Il y a Data Fusion, j'en avais déjà parlé sur un post LinkedIn de Data Fusion. C'est un moteur de requête SQL pour faire des traitements distribués. Donc là, on repart un peu sur le même principe que Presto, mais sur des données en mémoire. Là, par contre, ce qui peut y avoir une petite différence par rapport à Presto. Les données ne sont pas toujours en mémoire. Et il propose aussi Data Fusion, une API pour faire du data frame un peu comme Pandas. Mhm. Il y a aussi, on en parle assez souvent, Polars, Ouais. qui est aussi fait en Rust. Donc, pour rappel, Polars, c'est une bibliothèque qui fait du data frame, un peu comme Pandas, et qui permet de faire de l'exécution en streaming. Donc, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, si on parle d'être en local, on peut dépasser la mémoire de l'ordinateur en traitant en streaming les données. Ça permet aussi de faire du distribué, d'utiliser vraiment tous les Il y processeurs. a un streaming mode, ouais. Mm. Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, Donc ça, j'ai essayé de l'utiliser pour remplacer Pandas dans un de mes traitements, ouais. mais en fait, il est moins bien pris en charge par le SDK de Google, Ah ouais? Google Cloud. Donc j'ai laissé Pandas. Donc ouais. J'étais un peu déçu, mais Ah, j'ai pas testé euh, sur Google. ouais. Et, donc il privilégie pour le moment Pandas pour Mhm. des soucis de compatibilité. Ok. Euh, mais typiquement, ce Polars, j'en attendais beaucoup sur l'optimisation des ressources, parce que vu qu'il y a ce streaming mode, tu as moins besoin de mettre de ressources sur tes pods Kubernetes, etc. Donc j'ai hâte que Google prenne en charge comme il se doit tous ces outils, ces nouveaux outils développés en Rust notamment. Mhm. Ouais, ouais, clairement. En plus, la Pandas, effectivement, commence à être un peu dépassée, justement en termes de performance. Mm. Même si Snowflake, on en avait parlé lors d'un podcast, a mis à disposition un environnement pour faire du Pandas de manière distribuée. Ouais. Mais effectivement, Pandas devient vraiment très intéressant. Mais par contre, le Rust, là, pour revenir sur Rust de manière générale, il est encore jeune, comparé à d'autres langages comme Python, je sais plus, Mm. c'est 1990, je crois, Python. Euh, c'est encore jeune. Donc il y a Ouais. encore une grosse courbe de progression. Mm. Euh, Après, moi, ce que j'ai noté, c'est quid du time to market pour mettre à disposition des traitements data avec du Rust, par exemple en comparant à Python, en excluant vraiment le SQL. Vu que la courbe de progression est beaucoup plus grande avec Rust, euh, il faut aussi calculer. Même si c'est peut-être plus performant, même s'il y a des choses qui permettent de faire des traitements plus efficaces, est-ce que il vaut pas mieux utiliser Python qui est peut-être moins efficace? Après, peut-être qu'on reparlera d'ici la semaine prochaine de la version 3.13 de Python. Mais Python qui est moins efficace, mais qui permet de mettre en place des traitements beaucoup plus rapidement. C'est beaucoup plus simple. Enfin, en tout cas, avec mon expérience, c'est beaucoup plus simple. Je Mhm. me pose aussi la question, est-ce qu'il faut se précipiter sur la montée en compétence sur Rust en ce moment? Perso, j'ai juste regardé comme ça, mais je me suis pas encore lancé sur l'apprentissage du langage en lui-même. Et je me pose la question, est-ce qu'il faudrait ou pas? Ou est-ce qu'il faudrait juste Mm. profiter des API Rust comme Polars et les exploiter via Python, Ouais, qui est le meilleur, un peu c'est le meilleur. l'encapsulation d'outils développés en Rust Mhm, via Python. Je pense que c'est ça qui va être primordial. Parce mhm, que je me mets à la place d'un head of data ou d'un lead, etc. T'imagines, tu passes à Rust, la complexité à recruter si tu développes en Rust. mhm. Le, Sur le marché de l'emploi, beaucoup moins de développeurs Rust que Python. Ah ouais, clairement, ça à prendre en compte, Et ouais. ouais, je pense vraiment que l'option, ça va être. En fait, on va être dépendant des développeurs Rust qui vont faire du tooling. Ce qu'on disait, tu sais, dans les trois types de data engineer, où tu as Mhm, les plus tech, qui ont la fibre la plus tech, qui sont des software data engineers, mhm. et qui, eux, vont développer en Rust pour nous fournir des outils qu'on va encapsuler dans nos scripts Python. Parce que ça va plutôt s'articuler comme ça, même si j'ai aucune certitude, hein, mais je pense vraiment que Rust va prendre de la place via cette voie. Mhm. Bah, ça serait la meilleure pour utiliser au final les capacités de Rust, un peu comme C'est avec ça. le package NumPy sur Python, qui est fait en C derrière. Ouais, Au ouais, final, on exactement. utilise les capacités de C avec Python. Ouais. Merci Axel. Et donc, tu vas nous parler aussi de la sortie de la version 1.0 de DLT. Ouais. Donc, outil que je connaissais pas du tout. Et en fait, on a d'un côté donc dans un schéma extract load transform, donc ELT, que je pense qui est devenu majoritaire aujourd'hui sur Mhm. les architectures data. Même maintenant, si on parle de Lakehouse, etc. Mais restons sur l'ELT. Ouais, bien sûr. Euh, Côté transform, il y a un outil qui est très connu, c'est DBT, Data Build Tool.
qui gère, quoi, qui est un framework vraiment bien pensé, je trouve, avec leurs modèles, leurs tests, etc., euh, Mhm. pour la phase transform. Et DLT est un framework, mais pour la partie en amont, donc EL, Extract Cloud. Et le but de cet outil, ça va être de faciliter le travail d'ingestion de code d'extraction et d'ingestion de données pour les data engineers. Par exemple, vous voulez extraire des données d'une base MySQL ou PostgreSQL, ou même d'outils, hein, on parlait de Salesforce tout à l'heure, via Mhm. l'API. Et ben, en fait, DLT va permettre de faire du plug and play quasiment euh, sur cette gamme d'outils qui sont pris en charge. Il y en a une trentaine aujourd'hui, si j'ai de mémoire dans l'article. Parle Je crois qu'il y en a fait ouais, peut-être un peu plus. un peu Les plus. trentaines, j'avais noté que c'était dû au support de SQL Alchemy. D'accord. Mais c'est en plus Ok. des autres, de ce que j'ai compris. Ok. Et clairement, bah, ça va faciliter l'appel aux API, l'extraction et la pagination des données. Donc aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de choses que je fais qui sont un peu redondantes quand même, potentiellement avec appeler les secrets dans ton secret manager, les fournir, euh, passer par Panda pour faire un fichier CSV to Avro, Avro to BigQuery, etc. Il y a toute une mécanique qui peut être, bon, qui est totalement incompréhensible pour les métiers, mais qui est assez lourde pour nous, côté tech. Et DLT, en fait, permet de faciliter tout ce travail. Donc j'ai un peu lu la liste des features qui est présente dans la release note de la 1.0.0. Moi, ce que j'ai retenu, au-delà du fait de la prise en charge optimisée de SQL Alchemy, je pense qu'ils ont passé le pas du 1.0 parce qu'il y a beaucoup de notions de sécurité. Donc la gestion des secrets, il y avait quoi aussi? Attends, je me remets dessus. Donc ouais, la gestion des secrets, la gestion des schémas, avec notamment Mhm. l'autodétection. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore de parlant? À la gestion des appels API. L'amélioration aussi du code interne de DLT pour, pour gérer leurs ressources. Après, c'est des choses assez très très tech, très pointues. Je dirais très accurate sur des points vraiment réalisés. Et moi, c'est ce que je retiens. C'est SQL Alchemy, la gestion des secrets, l'optimisation dans leur code. Bah, là où je me pose la question sur l'outil, Ouais, euh, au-delà effectivement de la mise enfin de la release en 1.0, pour dire ouais, qu'ils sont matures et que les entreprises peuvent continuer à les utiliser, je crois que j'avais noté plus mhm, de 1000 clients, ouais, c'est quelle est la différence, je me pose la question là, hein, ouais. quelle est la différence avec les outils comme Airbyte, qui est déjà en open source et qui permet aussi de faire de l'extract et du load. Qu'est-ce que ça apporte de différent? Non, Parce je que pense je me... que ouais. Après, j'ai pas utilisé Airbat, j'ai pas utilisé DLT, Ouais. que en profondeur je saurais pas dire. Mais pour moi, DLT fait le même boulot qu'un Airbyte ou un Fivetran, Mhm. concrètement. Après, sur leur site, ils disent que ils se complémentent très bien, par exemple, avec DBT et Airflow. Est-ce Ok. que c'est le cas d'Airbyte? Je sais pas. Et la notion aussi qu'ils veulent faire ressortir de de leur outil,
c'est que c'est leur outil qui s'adapte à votre code, à votre plateforme, et que c'est pas une plateforme en tant que telle. Donc, tu vois, DLT, tu peux, un peu comme DuckDB, pip install DLT sur une image Docker et faire des traitements. Et je sais pas si tu peux faire Airbyte. Airbyte, je me souviens qu'ils ont sorti une API qui s'appelle PyAirbyte il y a pas longtemps. Donc peut-être qu'il y a un peu le même principe. Mais ce qui veut dire que tu dois quand même... Enfin, je pense, là, il faudrait que je recherche. Mais peut-être qu'il y a une ressource quand même de Airbyte qui doit tourner à un endroit. Et après, tu utilises juste un code Python qui appelle en fait l'API d'Airbyte. C'est une question de plateforme, en fait. Est-ce que Airbyte te contraint à leur standard, j'ai envie de dire, ou pas? En fait, je pense qu'il faudrait creuser cette notion-là. Ok. Que DLT, c'est directement un package Python et donc tu peux directement l'intégrer à tes pipelines Python. Okay, c'est ça. Effectivement, ça pourrait être intéressant de couper ça avec DBT et Apache Airflow. Ça ferait vraiment tout complet. Alors notamment, par exemple, prendre un pipeline qui n'a pas une grande importance dans votre mission et faire du DLT, DBT, Airflow, voir ce que ça donne. Ça peut potentiellement tourner tonnerre, quoi. Moi, je t'avoue que je vais me mettre à DBT là bientôt. Je t'en ai parlé un peu. Ouais. Je sais pas, faudrait que je regarde DLT. Est-ce que c'est l'occasion de... Parce que ça m'a l'air quand même assez optimisé et ça de simplifier pas mal de choses. Donc, DLD, DBT. Là, on est sur, du coup, sur le full process ELT, quoi. Clairement. Donc, à voir. Bon, tu verras, DBT, c'est vraiment pas mal. J'ai commencé il y a peut-être un mois, un truc comme ça, et c'est vrai que c'est pas la même chose. Pour faire les tests, pour le déploiement, etc., pour la documentation, pour l'init, pour plein de trucs, ça apporte quand même beaucoup. Ouais. T'as moins de cheveux blancs. C'est ça. Avec cet outil. Le RO, c'est quand même bien. Ouais, vraiment, ouais. Je le ressens bien. Après, il y a une courbe de progression quand même quand tu prends en charge ton premier projet DBT. Il faut quand même que tu te mettes dedans, tu te poses des questions, tu sais pas encore comment tout était imbriqué. Mais une fois que tu as fait au moins un projet, après, c'est beaucoup plus fluide. Ouais. Et le dernier article de Lindsay McDonald, donc pour Monte Carlo, c'est aussi souvent une de nos sources d'informations, et qui parle de l'implémentation du data lineage dans des traitements Python. Alors, il y a des exemples Python dans l'article, mais évidemment, je ne vais pas m'attarder sur le code en lui-même là lors du podcast. Ça n'aurait pas trop d'intérêt. Mais je vais reprendre un peu les notions qui ont été abordées par l'INSEE dans l'article. Pour rappel, le data lineage, c'est comment remonter rapidement à l'origine des données qu'on puisse avoir, de préférence de manière visuelle. Là, on a la table qui est alimentée. Il y a un problème sur cette table-là. Qu'est-ce qui découle de cette table ? Où est-ce que ça s'est branché, etc. pour pouvoir remonter, pouvoir faire le run, pour pouvoir identifier les problématiques, à quel endroit en tout cas. Juste pour faire le corollaire avec ce que j'ai pu avoir dans mes missions, ça m'est arrivé à plein de reprises de recevoir par exemple un ticket pour dire là sur cette table-là il y a un problème, et je vais sur la table et je me dis alors elle est où la source. J'ai eu soit à débugger sur du Talend, donc c'est à dire que j'arrive sur Talend, donc avec plein de composants, interface visuelle, plein de composants. Alors comment est-ce que je vais retrouver la source? Alors je vais ouvrir ce composant, ok là non en fait je sais pas d'où vient la source, j'ouvre un autre composant, etc. et après j'essaie de remonter, mais au final la perte de temps elle est énorme, alors que juste avoir un schéma avec tout le lineage, bah déjà ça fait gagner énormément. Je trouve aussi que ça a pas mal de freins sur l'onboarding des nouvelles personnes, un peu en lien avec ce dont je viens de parler à l'instant, parce que les personnes qui arrivent, qui connaissent pas du tout le système d'information de l'entreprise, pareil, s'il va devoir travailler sur une table, le fait de ne pas avoir de data lineage clair, ou qu'il ne va pas pouvoir remonter facilement à la source, ça peut être compliqué pour lui. Alors que s'il avait déjà un data lineage, il pourrait être plus facilement opérationnel. De la même manière pour le dev, de la même manière pour le run. Donc pour moi, ne pas avoir ça d'une manière visuelle, code, mais en tout cas vraiment condensé quelque part, ça fait perdre quand même pas mal de temps à l'entreprise. Et donc le temps pour l'entreprise, c'est toujours des coûts.
L'INSEE évoque aussi plusieurs outils. Pardon. Elle parle de Open Lineage. Donc, il y a, sur les 3 outils qu'elle cite, il n'y en a que un que je connais. Là, elle parle de Open Lineage et Marquez. Pardon, j'ai ça dans la gorge. Open Lineage, donc c'est un framework de services de metadata qui permettent de collecter et d'analyser le data lineage globalement. Hein. Je résume comme ça. Elle parle aussi de Apache Airflow Lineage. Donc apparemment, c'est un plugin sur Apache Airflow que j'ai jamais utilisé et qui permet de définir les sources de données qu'on appelle les inlets et les destinations, les outlets. Et ça permet apparemment de suivre toute la transfo. Après, même sans même sans ce plugin-là sur Apache Airflow, sur le traitement, en tout cas, il y a déjà un data lineage qui est pas mal. Après, ça dépend comment est-ce qu'on configure le DAG sur Apache Airflow, les dépendances, etc. Mais de base, je trouve que Apache Airflow est pas mal. Et le dernier outil dont elle parle, c'est Great Expectations. Alors, quand j'ai lu ça, alors j'avoue, j'ai pas approfondi, mais quand j'ai lu ça, j'ai déjà entendu parler de ça. Pour moi, c'est une librairie de test, Great Expectation. Je savais pas qu'il faisait du lineage. Bah si, apparemment il peut aussi. Enfin, non, justement, c'est ce dont elle parle. Elle dit que c'est surtout effectivement pour faire de la validation de données, donc surtout pour les tests, mais apparemment ça peut contribuer à le data lineage grâce à de la documentation qui est générée par Great Expectations. D'accord, ok. Mais c'est ce dont elle parle. toi qui connais quand même DBT, ils en font du lineage aussi? Ouais. Parce que c'est la documentation by design. Moi, ce que je voudrais absolument, c'est que dès que en fait, ta documentation se génère par ton code. Oui. Alors, entre guillemets. C'est-à-dire que sur DBT, tu vas avoir 2 types de fichiers. Tu vas avoir du YAML et du SQL. Le SQL, c'est lui qui va porter clairement ton modèle. Donc là, ton code SQL, ton traitement. Et tu vas avoir le YAML qui va décrire en fait ça. Ouais. Donc quand il va décrire, c'est quelle colonne il y a dedans, quels sont les tests que tu vas effectuer dedans, quelles sont certaines configurations spécifiques, est-ce qu'il y a de l'unicité dedans, etc. Tu vas apporter des informations supplémentaires. Et effectivement, à un moment, avec DBT, tu peux générer ta documentation. Il y a une commande spécifique et qui va se baser un peu sur tout ça, dont les YAML. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même que tu remplisses pas mal de trucs à la main. Ouais, faut jouer le jeu. Ouais, bien sûr. Et à la fin, tu as une doc qui est générée. Tu peux lancer un serveur HTML, enfin pas HTML, bon, tu peux lancer un serveur web et tu peux aller sur la page en localhost ou déployer, je sais pas comment ça se passe dans le système d'info, mais en tout cas en local tu peux faire ça. Tu peux aller sur le localhost lié à cette page web qui a été générée et tu peux avoir effectivement un data lineage. Et tu peux potentiellement l'héberger, non? Sur une petite VM. Ah, clairement. Ah oui, tu peux clairement l'héberger. Après, c'est dans ta CI. Une fois que tu as généré la documentation, tu peux la prendre pour la mettre autre part et puis pour lancer le site. Ouais, bien sûr. Disponible en consultation par potentiellement tout le monde. C'est ça. Et pour revenir à Airflow, c'est un plugin, mais du coup, qui fait du lineage au niveau de tes tables et pas de tes DAG, c'est ça? Alors, on connaît Airflow avec les datasets et les dépendances, qui te donne le graphique au niveau de tes DAG, mais je savais pas que tu pouvais faire ça avec tes tables. Ce serait top, ça. Là, ce que j'ai noté, j'avoue, j'ai pas regardé en détail. Le plugin. Là, j'ai surtout pris la note. J'ai pas regardé en détail le plugin, j'ai surtout pris la note qui avait ça de possible pour faire du data lineage. Mais ça pourrait être pas mal, de regarder un peu plus en détail. Carrément. C'est peut-être dispo qu'à partir d'une certaine version d'ailleurs. Ce plugin-là? Ouais. Faudrait qu'on regarde. Comme on est un peu limité avec... quand nous, on est sur Composer. Et Composer te permet pas, tu sais, d'avoir... d'être up-to-date au niveau des versions d'Airflow. Il y a toujours au moins, je pense, 2 versions. Moi, je crois que celle que j'utilise, c'est la 2.7 ou 2.9 ou je sais plus, un truc comme ça. Aujourd'hui? Alors qu'on est à plus que 3. Ouais, moi je crois que sur le composeur que j'utilise, c'est 2.7 ou 2.9, je sais plus. Ouais, déjà, t'es pas mal. L'INSEE rappelle aussi que utiliser des méthodes manuelles, elle parle d'automatisation, du coup, de faire la data lineage de manière automatisée. Ah bah oui. C'est beaucoup plus
performant, efficace, parce qu'à partir du moment où tu fais quelque chose vraiment de manuel, ça se peut que tu oublies quelque chose, ça se peut que ta doc soit pas à jour, Ça va être déprécié. Ouais. ça augmente les erreurs. Comment? Ça va être déprécié dans tout le temps. C'est clair? Ouais, c'est un job monstre hein, de tenir à jour la doc euh, quotidiennement en fait. Mhm. Ah, clairement. Bah, c'est pour ça que DBT, c'est vraiment pas mal, parce que en plus, ta doc, elle est vraiment juste à côté de ton code. Bah c'est ça. C'est le gros intérêt quoi. C'est que c'est couplé et que tu vas jamais décrocher ta base documentaire par rapport à ton code en prod quoi. Ouais. Eh bien, merci Axel. Bah On a merci. fait le tour des articles pour ce podcast, pour cet épisode. Je vous invite tous, si vous avez apprécié l'épisode, à nous retrouver sur donc les différentes plateformes, YouTube, Spotify, Apple Podcast, et surtout Ouais. à nous mettre une notation 5 étoiles. Et Important. vous pouvez... Comment? C'est important ça. Ouais, c'est très important pour remonter, pour dire à l'algorithme que ça plaît, et Bah ça ouais. permet de remonter dans les recherches d'autres personnes. Et si vous avez des questions par rapport aux articles qu'on a traités, des sujets qu'on a traités, ou même apporter des connaissances, tout simplement, parce que comme vous avez vu, il y a certains sujets on n'a pas d'expérience dessus, et ça pourrait être intéressant aussi d'avoir votre avis. Pensez à mettre des commentaires. Et puis, je vais te dire à la semaine prochaine, Axel. Ouais, à la semaine prochaine, merci. Puis on peut rajouter aussi que on est ouvert à l'expertise dans le podcast. Hein. Bien sûr, On on n'est pas fermé. ça sera avec plaisir. Bonne journée, Axel. Salut Bertrand. Salut.